Bonjour et bienvenue sur cette table ronde depuis Montpellier organisée par la Tribune et le réseau French Tech. Nous allons parler aujourd'hui de cybersécurité qui plus que jamais est devenu un secteur ultra stratégique. De récentes cyberattaques, par exemple, sur les centres hospitaliers ont mis en lumière l'importance pour les entreprises de se protéger contre cette menace. La crise sanitaire du Covid-19 a démultiplié le télétravail et a obligé les entreprises à une réorganisation qui externalise les salariés et les équipements informatiques hors les murs. Les dirigeants prennent petit à petit conscience que cela fragilise les systèmes d'information et les expose davantage aux risques cyber, mais cette prise de conscience est-elle suffisante? Nous allons en parler. Alors en Occitanie, notamment à Montpellier, une sorte de place forte de la cybersécurité s'est constituée avec plusieurs startups et entreprises qui œuvrent sur cette question. Parmi elles, donc, nos trois invités du jour, Xavier Facelina, CEO de SecLab, spécialiste de la cybersécurité des infrastructures critiques dans le milieu industriel et trésorier de la French Tech Méditerranée. Bonjour Xavier. Bonjour Cécile. Michael Léal, CEO de Allpriv, une startup spécialisée en sécurité informatique qui a mis au point une solution permettant de se connecter à un serveur d'entreprise depuis un ordinateur portable et de manière sécurisée. Allpriv est aussi lauréat régional du concours 10 000 startups 2021. Bonjour Michael. Bonjour. Et Sébastien Jean-Jean, qui est cofondateur de Tixeo, qui a développé donc des solutions de visioconférence sécurisées. Bonjour Sébastien. Et bonjour. Alors, vous avez tous les trois développé des solutions qui adressent des problématiques de cybersécurité différentes. Je vous propose pour commencer un petit tour de table de présentation. Honneur à la French Tech. Donc, Xavier, vous commencez? Volontiers, merci beaucoup. Comme vous le disiez, Cécile, SecLab est spécialisée dans la cybersécurité des infrastructures critiques et des réseaux industriels. Donc, on développe en fait des produits qu'on peut peut-être apercevoir derrière moi, qui sont des produits électroniques qui agissent finalement comme des barrières entre le monde digital et le monde physique. Donc, pourquoi des barrières entre le monde digital et le monde physique? Eh bien, parce qu'on parle de la digitalisation du monde. La digitalisation du monde, ça veut dire qu'on automatise de plus en plus de choses, qu'on veut contrôler des choses. Et donc, finalement, notre monde digital, qui était avant 100% digital, commence à être relié à des choses qui existent dans notre monde réel. Et le métier de SecLab, c'est de travailler sur la part de cybersécurité qui protège le monde physique des menaces du digital. Très bien, merci. Michael, je vous passe la parole pour présenter Allpriv. Merci. Donc, Allpriv, ce qu'on fait, c'est de sécuriser tout ce qui est lié au travail en dehors de l'entreprise. Alors, télétravail, aujourd'hui, télétravail, c'est assimilé à travailler à la maison, mais en fait, c'est tout ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Quand on est dans l'entreprise, l'ensemble de l'infrastructure est protégé en amont par un serveur, une salle de serveur qui sécurise l'ensemble du réseau. Quand on est avec un ordinateur portable en dehors, on ne bénéficie pas de cette protection et on rentre dans des chocs de problématiques où on se retrouve avec la sécurité au même niveau que la production, les données qu'on doit protéger. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une salle de serveur toute petite, donc elle fait cette taille-là, qui est juste fixée derrière l'écran de l'ordinateur. Et c'est lui qui s'occupe de l'ensemble de la chaîne de sécurité. Donc, on embarque de l'IA et ça nous permet d'avoir en à peine une paire de secondes tout l'ensemble de la problématique de connexion, d'encryption, de sécurisation et d'authentification de l'utilisateur. Grosso modo, pour l'utilisateur, on lui réduit son temps d'environ 4 minutes, 5 minutes avec plein de manipulations pour s'authentifier avec les tokens, les VPN, etc. Tout est compressé en 2 secondes et un seul geste. Donc, ça leur permet d'aller beaucoup plus vite. Et après, le côté IT, ben, pareil, on leur divise par 10, par 15, tout ce qui est lié à la maintenance de la cybersécurité. Très bien, merci Michael. Sébastien pour Tixeo. Oui, merci. Alors, Tixeo, finalement, c'est assez simple à comprendre dans la situation qu'on vit actuellement. Tixeo, on est éditeur de solutions de visioconférence, donc comme on peut le voir avec du Zoom, du Teams, du WebEx, et je passe tous les noms que la plupart des gens connaissent, à la différence près qu'on est une solution souveraine, française, certifiée par l'ANSSI, puisqu'intégrant notamment des mécanismes de chiffrement de bout en bout, qui permettent de garantir la confidentialité de ce qui se dit dans la visioconférence.
Alors d'emblée, rentrons dans le dur. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait ça dans Zoom et pourquoi on ne pourrait pas le faire dans Tixeo? C'est que je pense que dans la sécurité, il faut mettre en parallèle le besoin de sécurité, la menace à l'outil qu'on utilise. Là, aujourd'hui, on est dans un outil où on va vouloir diffuser massivement la communication. On n'a rien à cacher. Au contraire, on veut plutôt essaimer au maximum ce qu'on va se dire aujourd'hui. Donc, on peut très bien utiliser un outil qui n'est pas sécurisé. À l'inverse, dans d'autres situations où on a besoin d'échanger sur des choses très confidentielles, des choses critiques, des choses nécessitant un certain niveau d'habilitation, par exemple, on va utiliser une solution qui, elle, est sécurisée. Alors, ce n'est pas parce qu'on est sécurisé qu'on ne peut pas faire des communications non sécurisées, hein, qui peut le plus, peut le moins. On va pouvoir utiliser Tixeo dans tout un tas de contextes d'usage. Et on a notamment implémenté dans Tixeo un ensemble de features permettant de faciliter, de simplifier au maximum le télétravail. Parce que le télétravail, on considère que le télétravail… On en reparlera. Alors, on y reviendra après. Ouais, j'ai prévu de vous faire revenir sur cet outil-là en particulier. Alors, du coup, Sébastien, vous conservez la parole quand même. Vous m'avez dit que Tixeo avait changé d'échelle en 2020 en raison de l'avènement du télétravail. Comment ça s'est traduit depuis le premier confinement, il y a 1 an, pour votre activité? Alors, je dirais qu'on avait une croissance qui était déjà une croissance assez intéressante. On avait une croissance qui était liée au changement de mentalité et à l'avènement naissant du télétravail, qui a été un petit peu aidé aussi par les différents mouvements sociaux qu'on a pu connaître en fin d'année avant le premier confinement, notamment les mouvements des Gilets jaunes et les mouvements liés aux grèves des cheminots, qui avaient de facto entraîné beaucoup plus de télétravail pour certaines personnes qui étaient isolées. Donc, il y avait déjà eu une augmentation de l'usage et finalement, ça a été plutôt bénéfique pour pas mal de secteurs d'activité, puisqu'un certain nombre d'outils avaient été anticipés grâce à ces mouvements sociaux. Maintenant, l'ampleur de l'isolement des gens qui a eu lieu suite aux annonces présidentielles lors du premier confinement fait que nous, par exemple, du jour au lendemain, quasiment, je crois, sur les 2 premiers jours qui ont suivi le confinement, le lundi et le mardi, on a eu 3000% d'usage sur notre cloud. On a passé des semaines, des jours, des nuits à augmenter tout simplement notre capacité de serveur pour pouvoir accueillir plus de monde, pour pouvoir juste tout simplement tenir la charge des lendemains. Et ça a été en effet un changement d'échelle pour Tixeo à plusieurs niveaux. Déjà au niveau de la taille de l'entreprise en termes de personnel, puisqu'évidemment, quand on fait 3000% d'usage, on a forcément besoin de mettre des gens en face à un moment donné, ne serait-ce que pour des questions de support, d'accompagnement des clients, mais également en termes d'évolution de la solution, c'est-à-dire que quand on a une solution qui est utilisée par du jour au lendemain un bien plus grand nombre d'utilisateurs, ça va mettre en évidence un certain nombre de faiblesses ou de points d'amélioration et qui permet vraiment d'avoir une solution qui change d'échelle de facto parce qu'elle devient plus robuste ou plus adaptée aux besoins des utilisateurs. D'accord. On va revenir au cœur du sujet, peut-être déjà pour rappeler ce que c'est que la cybersécurité. Michael, vous avez développé un discours qui me semble assez pédagogique pour expliquer le risque cyber à vos clients en établissant des comparaisons avec la sécurité qu'on accorde souvent dans les entreprises à des locaux ou à des flottes de véhicules et qu'on ne va pas accorder à l'or noir d'aujourd'hui qui est la donnée. Oui, malheureusement, la problématique de la donnée, c'est qu'elle est sournoise. On ne la voit pas, on ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la peser. Et on s'en aperçoit qu'après coup, de la valeur que ça engendre pour l'entreprise. Alors, c'est vrai qu'on comparait par rapport à des locaux. On se fait cambrioler dans la nuit dans les locaux. On arrive devant la porte des locaux, la porte explosée. Bon, la porte, il y en a pour 1 500 €. On rentre, on nous a volé tant d'ordinateurs, on s'est additionné la facture des ordinateurs, etc. Donc, on s'est donné une valeur. Quand on se fait pirater des données, alors il y a ce qui est très spectaculaire où on bloque toute la production en cryptant toutes les données, mais il y a un volet qui est beaucoup, beaucoup plus important, qui est celui du vol de données, où l'utilisateur, plus l'entreprise est petite, moins il aura de chance de s'apercevoir qu'il s'est fait voler. Donc on vient, on copie et on repart. On essaye de ne pas laisser trop de traces.
quand on voit que des grosses entreprises, des grosses multinationales mettent des dizaines et des dizaines de jours avant de s'en apercevoir, et les données sont déjà parties. Donc, on voit ce manque de possibilité de mesurer ce qui est la valeur de la donnée. Ensuite, les gens ne le savent pas, mais avoir piqué un email et un téléphone ou des listes entières chez des victimes, donc des entreprises, etc., aussi petites soient-elles, ce sont des choses qui se monnaient à quelques centimes d'euros dans le dark web. Sauf que quand on envole des millions par semaine, ça commence à faire un joli petit pécule. Donc ça, c'est le gros problème qu'on a aujourd'hui pour la cybersécurité. On est le parent pauvre, ça a toujours été depuis le début, on est le parent pauvre où on va investir dans tout ce qui a l'effet waouh, ben voilà, dans un super site web, etc., etc., parce que c'est visible, on peut le voir, on peut le mesurer tout de suite. Et après, souvent, la cybersécurité, malheureusement, on s'y intéresse une fois qu'on en a été victime. Ça, ouais, c'est la problématique. On fait du curatif plutôt que du préventif. Alors aujourd'hui, la crise sanitaire est passée par là avec ce qu'on sait donc de l'externalisation et de la digitalisation du travail. Cette crise va-t-elle changer quelque chose dans les entreprises sur l'appréciation de la menace? Xavier, chez Seclab, vous travaillez plutôt avec les grands groupes aujourd'hui comme EDF, SNCF, Thales, Naval Group. Qu'est-ce qu'il en est de cette prise de conscience dans les PME et dans les ETI? Oui, alors effectivement, c'est bien de centrer la question sur les PME et les ETI, puisque les grands groupes que vous venez de citer, je pense, n'ont pas eu besoin de la crise sanitaire pour être sensibilisés aux risques. Et pour revenir un petit peu sur ce que disait Michael, ces risques, alors que ce soit le vol d'informations, effectivement, le sabotage, etc., les grands groupes n'ont pas attendu même l'existence de la cyber ou de l'informatique pour savoir que ça existe, l'espionnage économique. Voilà. Donc, un grand groupe, par définition, il est prêt à faire face en général à tout. Voilà. Ce qui est beaucoup moins le cas d'une PME et d'une ETI. Et pour rester sur l'analogie faite par Mickaël, même sans parler de l'informatique, je vais commencer par là, les PME et les ETI sont très peu sensibles au vol d'informations. Ça surprend toujours quelqu'un quand on lui dit qu'on peut être intéressé à voler son cartable pour voir ce qu'il y a dedans. Et au final, et que ce soit le vol d'informations dans le renseignement pur, le vol de fichiers clients, le sabotage de produits, le vol de propriété intellectuelle, toutes ces choses-là qui existent et qui sont monnaie courante, dans les PME et les ETI, déjà, il n'y a pas cette culture. Voilà. Le fait que toute cette information soit devenue digitale depuis des années n'a pas aidé cette culture à émerger. C'est une surprise, mais c'est vrai. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, et donc oui, à un moment, il y a une réponse à la question. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que du fait de la surexposition des entreprises et presque cette surutilisation de l'informatique avec ce côté je ne suis plus dans mes locaux, je suis chez moi, je parle avec mon ordinateur. Alors, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. En tout cas, je ne vais pas parler d'une révolution technologique. En revanche, je pense que ça a éveillé des consciences. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr à 100% que le risque est à ce point augmenté. Par contre, la conscience dans les PME et les ETI, oui, elle augmente parce que les gens sont plus sensibles à ça. Ils disent, oh là là, il y a un risque. Voilà. Et donc, ça me donne espoir dans le fait qu'il va y avoir une conscience qui a ces problèmes. Et puis, là-dessus vient aussi, alors, Michael, encore une fois, a cité les attaques spectaculaires. Donc, effectivement, les usines fermées, les outils de production, enfin, tout ce qui est les ransomware, crypto-malware, etc. Les hôpitaux. Les hôpitaux, où ça, vu la situation, c'est évidemment, ça a toujours été grave. Mais là, on le comprend bien, on le comprend mieux. C'est pas la première fois que les hôpitaux se font attaquer, mais en tout cas, c'est la première fois que d'un coup, tout le monde se dit que c'est grave. Donc voilà, ça prouve bien que cette conscience est en train d'évoluer. Et j'ai bon espoir pour la suite. Maintenant, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, on est encore au début du chemin. Voilà, c'est-à-dire qu'on est sur... là, il y a la peur pour l'instant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, en fait. On n'est pas encore dans la maîtrise du risque. Mais la première étape, c'est il y a la peur. Déjà,
il y a peut-être un risque. De la prise de conscience à l'action, il y a parfois un monde. Alors c'est vrai que vous venez de le dire, si le sujet a été pris à bras-le-corps par les grands groupes, on est encore au stade de l'évangélisation dans les PME. Est-ce que vous savez ce qui coince? Est-ce qu'il existe une offre cybersécurité qui soit adaptée et suffisamment lisible pour les PME? Je pense que Ouais. pour le coup, là, je pense que vous mettez le doigt exactement sur le sujet, c'est-à-dire que est-ce que je pense qu'il y a une offre adaptée aux PME? C'est-à-dire que est-ce qu'il existe des produits sur le marché et des technologies qui répondent aux besoins des PME? Alors oui, clairement. On a ici l'exemple avec Allpriv et Tixeo. C'est évident. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, un patron de PME sait comprendre son problème et sait même savoir ce qu'il doit chercher? Je ne pense pas du tout. Et donc, à mon avis, le sujet, il est entre l'offre et la demande. Mmh. Là, encore une fois, le grand groupe a une avance considérable. Il a des équipes cyber qui vont regarder, qui vont analyser le problème, qui vont connaître le marché, qui vont choisir et qui vont installer. Oui, il va passer par des intégrateurs. Ah non, mais la PME n'a pas ces ressources-là. Et encore une fois, ce n'est pas qu'elles n'existent pas. Il existe des cabinets de conseil, par exemple, qui conseillent les PME. Mmh. Mais qui va les chercher, qui va les appeler? Voilà. Il n'y a pas encore ce réflexe. Dans l'industrie, qui est votre secteur, secteur où vous travaillez le plus, oui. Comment est-ce que la cybersécurité va pouvoir intégrer les processus industriels? Elle va intégrer les processus industriels de façon très différente de ce qu'elle a fait dans le monde du digital. Voilà. Le monde digital est le monde de l'entreprise et donc de l'information, ce qu'on appelle l'informatique de gestion dans mon vocabulaire, c'est-à-dire l'informatique qu'on utilise tous, les emails, Internet, Excel, etc. C'est un outil informatique. Donc en fait, c'est logique de le sécuriser en faisant de l'informatique. Ouais. En gros, on va parler aux mêmes équipes. Il y a un directeur informatique qui fournit l'outil, fait la cybersécurité. Super. Dans une usine, c'est pas du tout pareil. Dans une usine, l'outil de production, c'est pas un ordinateur. Voilà. C'est un outil. Et d'ailleurs, son besoin, c'est plutôt de tourner régulièrement, etc. Donc, je vais prendre un exemple tout bête, mais un directeur informatique sur de l'informatique de gestion, il va faire attention à ce que tout soit toujours à jour, qu'il y ait les patchs de sécurité, etc. Dans une usine, mettre un truc à jour, c'est prendre le risque que ça ne marche plus la seconde d'après. Donc, ce n'est pas du tout le même univers. Voilà. Mmh. Du coup, cette sécurité informatique, elle doit arriver par les gens du métier. Or, les gens du métier ne font pas d'informatique. Ils n'ont même pas fait exprès d'avoir des ordinateurs. C'est juste qu'ils avaient des automates, ils ont acheté la nouvelle version de l'automate, il est devenu digital. Bon, je caricature, évidemment. Mais quand même si c'est une caricature, il y a un peu de vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout eu le même urbanisme digital en digitalisant l'industrie que celui qu'il y a eu dans l'informatique. Voilà. Et donc, on va être obligé de progresser très, très vite. Je pense que les solutions pour, encore une fois, les PME et les OTI arriveront par les fournisseurs d'automates. Qui vont intégrer, eux, les dispositifs. Bien plus que l'offre qui serait orthogonale. Ouais, d'accord. Sébastien, sur l'offre cybersécurité pour les PME, vous dites qu'il ne faut pas brûler les étapes et qu'il ne faut pas non plus vouloir faire des entreprises des ayatollahs de la cybersécurité. Oui, l'idée, c'est toujours pareil, on peut construire Fort Knox si on laisse la porte de service pour qu'il y ait la porte incendie ouverte parce que les employés vont fumer leurs cigarettes, ça ne sert à rien. Donc, c'est toujours pareil, il faut élever le niveau moyen de l'ensemble des utilisateurs le plus haut possible. Maintenant, ça ne veut pas dire faire quelques utilisateurs des paranoïaques de la cybersécurité, c'est voilà, faire prendre conscience à un maximum de personnes déjà du risque, tout simplement. Quand je vois, par exemple, on parlait des données de santé tout à l'heure, quand je vois le nombre d'hôpitaux ou d'instituts de santé ou quoi que ce soit qui demandent tout simplement aux gens de leur envoyer tout par mail, leur papier d'identité, leur livret de famille, limite le numéro de carte bleue avec le cryptogramme derrière. Et les gens le font, ah oui, je l'envoie par mail. Mais le mail, il n'y a rien de moins sécurisé qu'un mail. Et les gens n'ont tout simplement pas conscience de ça parce que derrière, on leur vole ce papier-là. On connaît qu'ils utilisent grosso modo tous le même mot de passe partout. Je me log sur leur boîte mail, je récupère les papiers d'identité, je vais sur le compte en banque, je m'ouvre mon compte en banque, je fais un virement et j'efface quasiment toute la vie de la personne qui ne pourra jamais s'en sortir parce que tout était légitime. Il y avait les papiers d'identité. Donc ça, c'est juste une illustration, alors plus grand public finalement, mais qui va parler à tout le monde du manque de prise de conscience vis-à-vis du risque. Donc déjà, c'est identifier le risque. Ça rejoint ce que disait Xavier, c'est que un chef d'entreprise dans le domaine industriel, une ETI, pour lui, le risque, c'est que ces machines s'arrêtent. C'est tout.
Il n'a même pas idée pour… Alors, je caricature à nouveau, hein, mais certains en ont conscience et heureusement, mais pour la plupart du temps, ils n'ont pas idée des risques auxquels ils peuvent être exposés. Et donc, forcément, s'ils n'ont pas idée du risque, comment est-ce qu'ils vont mettre un outil sécurisé en face? Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'évangéliser un maximum de personnes pour que déjà tout le monde prenne conscience, attention, là il y a un risque, là il y a un risque, là il y a un risque. Après, vous avez telle personne, tel outil, tel cabinet qui peut vous aider à mettre des outils en face de ces risques. Et c'est pas forcément, on va tout blinder à fond dès le début. Peut-être que vous pouvez maintenant nous présenter l'open space virtuel que propose Tixeo, dont vous avez commencé à nous parler tout à l'heure. Oui, alors, Tixeo, pour beaucoup de personnes, le confinement a été un petit peu une révolution en termes de cadre de travail, le fait de télétravailler, d'être à la maison, etc. Pour Tixeo, finalement, ça n'a pas changé beaucoup nos habitudes. On a beaucoup plus travaillé, mais finalement, on était dans le même contexte de travail qu'habituellement. Il y a 6 ans, Tixeo, on a fait le choix de devenir ce que les Américains appellent une FROG, c'est une Full Remote Organization. Donc, on est une entreprise avec des employés qui ne sont que en télétravail tout le temps. Et au fil de la croissance de Tixeo, au début, on était tous en visio, ce qui est quand même plutôt simple pour un outil de visio. Mais quand on commence à avoir les équipes commerciales qui ont des discussions croisées avec des gens du marketing, avec des gens de l'administratif et avec des devs, ça commence à devenir compliqué d'avoir tout le monde dans la même visio. Donc, on s'est dit, ça serait bien que dans cette visio, on puisse s'isoler sous forme de petits groupes, comme dans un open space, en fait, finalement. Les gens ont leur bureau, je peux aller les voir dans le bureau. Les gens, je les vois se regrouper entre eux. Et c'est ce qu'on a essayé d'implémenter dans Tixeo. Alors, c'est très difficile à expliquer comme ça à l'oral. Mais si je peux essayer d'illustrer, vous rentrez dans une équipe, vous avez tous les membres de votre équipe sous forme de bulles vidéo, vous les voyez. S'ils sont au téléphone, vous les voyez. Du coup, vous n'allez pas les déranger, naturellement. Maintenant, si vous avez besoin de parler à quelqu'un pour lui demander quelque chose, de la même manière que naturellement, vous allez le voir dans un open space ou aller dans son bureau, toquer à la porte, là, vous cliquez sur sa bulle. Si la personne est occupée, elle va vous dire non, mais repasse plus tard. Et vous repassez plus tard. Et en fait, on se retrouve qu'on a les mêmes mécanismes sociaux qui se mettent en place que dans la réalité, mais dans le virtuel. Ce qui fait que on retrouve le même contexte de travail qu'en présentiel, en ayant le confort de vie du télétravail, sans les désavantages du télétravail, parce qu'il y a télétravail et télétravail. Nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup de visio-travail, en opposition au télétravail, qui lui, maintenant, a un petit peu mauvaise réputation parfois, parce que le télétravail entraîne souvent solitude et manque de fluidité dans la transmission de l'information entre les membres d'une équipe. Parce qu'on est en général en mode isolé, à faire une réunion une fois par jour, par-ci, par-là. Nous, on est en mode connecté continu, tout le monde est accessible, les bonnes nouvelles, elles sont partagées à l'ensemble de l'équipe en même temps, les mauvaises aussi, donc on a une vraie cohésion d'équipe qu'on conserve dans cet environnement-là. Et ça ne peut marcher que si on est dans un outil qui est sécurisé. Parce c'est ce que j'allais dire, bien sûr, il est sécurisé. On a les développeurs qui discutent entre eux, qui partagent leur écran, sur lequel il y a le code source. Il y a les commerciaux qui vont parler des dossiers critiques pour tel ou tel client sur un déploiement un peu critique. Il y a tout un tas d'informations qui sont échangées au travers de ces visios-là, de ce qu'on appelait nous donc le mode fusion. Et si on ne le sécurise pas, forcément, c'est faire courir un risque important à l'entreprise. Merci. Michael, chez Allpriv, vous travaillez plutôt aujourd'hui avec des grands groupes et même plutôt des grands groupes américains. Comment ça se fait? Alors, est-ce qu'on commence à se lâcher? Tout simplement, c'est l'approche qu'ont les grands groupes américains versus les grands groupes français. Alors, moi, je me suis pris une grosse porte dans la figure avec un groupe français où on a couru sur ce qu'on appelle des POC, donc une preuve de concept. Donc, à l'origine, les preuves de concept, ça s'appliquait à on veut développer quelque chose et on va démontrer que ça marche. Le concept a évolué en disant ce qu'on appelait avant un test, une démo. Donc, on veut tester votre solution dans notre environnement avec nos besoins, nos problèmes, voir ce que ça apporte. Donc, on a fait ça ici en France et on a apporté les solutions à tous leurs problèmes. On était bien au-dessus à tous les niveaux, autant efficience, ergonomique, sécurité.
des outils utilisés par ces grands groupes français, pour s'entendre dire à la fin, on préfère travailler une grosse multinationale américaine plutôt que risquer de démarrer avec une start-up française. Et à l'opposé, on s'est retrouvé face à des grands groupes américains qui nous disent, mais si tu as un truc, si tu m'apportes quelque chose qui résout un de mes problèmes, je suis prêt à prendre le pari avec toi. On va démarrer petit et si ça se passe bien, on va grandir. Et c'est comme ça qu'aux États-Unis, il y a de très belles boîtes qui ont grossi assez rapidement, tout simplement parce qu'ils ont eu la confiance de la part des grands groupes qui ont joué le jeu. Et c'est ce qu'on entend souvent côté américain, c'est des early adopters. Donc, ils sont prêts à parier sur une nouvelle techno, un nouveau produit, etc. et à prendre un risque. Alors, un risque à 50 000 euros pour une boîte qui fait X milliards de bénéfices par an, ça ne va pas très loin. Merci. Alors, pour instituer la démarche cybersécurité dans les entreprises, il va falloir développer des compétences, il va falloir former les gens. Xavier, vous pointez le fait que la compétence cyber est encore captive des acteurs du métier. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas une grande découverte, mais c'est quelque chose, je pense, qu'il faut regarder. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui, on parle déjà d'une pénurie de compétences cyber, donc c'est bien qu'on se rende compte de ça, hein. Il y a énormément de formations qui sont apparues ces dernières années à différents domaines, et ça continue. Il y a des initiatives comme à Rennes, à Paris, le campus cyber, les choses comme ça. Et ici, en Occitanie, on a aussi de très très bonnes formations à différents métiers de la cyber, jusqu'à l'électronique d'ailleurs, par exemple au LIRM à Montpellier. Mais il y a énormément de bonnes formations. En revanche, ces formations, elles flèchent vers quoi? Elles flèchent vers des métiers chez des acteurs de la cyber. Alors, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle pour nous trois là, autour de la table. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont formés et qui vont pouvoir arriver pour travailler dans nos sociétés. Et c'est aujourd'hui l'état d'esprit de ces formations, et puis c'est aussi l'état d'esprit des étudiants qui sont formés. Ça veut dire que la pénurie de compétences cyber, on n'est pas prêt de la résorber dans le reste de l'industrie pour l'instant. Alors que, sans caricaturer trop, encore une fois, mais est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer des super fabricants de rustines alors qu'il serait bien aussi d'avoir des chambres à air qui ne crèvent pas trop. Et donc, s'il y avait de ces compétences cyber qui intègrent des sociétés d'éditeurs logiciels, les industries dont on parlait tout à l'heure, des administrateurs systèmes et réseaux qui est vraiment la compétence cyber, je dirais, bien ancrée, ça réduirait considérablement le risque. Parce que c'est ça le but. Voilà, donc moi, en tant qu'égoïstement, je suis très content qu'il y ait des formations cyber. En tant que citoyen, je me dis, il va falloir encore attendre. Il n'y a rien à faire de particulier, si ce n'est que, il va falloir du temps et que cette compétence, elle vienne vraiment innerver tous les autres métiers. Voilà. Moi, je dis souvent que la cyber, ça ne devrait pas être un métier. Là encore, normalement, l'informatique bien fait, ça n'a pas besoin de cybersécurité. Ok. Alors, Xavier, je vous laisse la parole. Depuis la French Tech Méditerranée, qu'est-ce qu'on peut dire de la place de Montpellier dans l'écosystème cybersécurité français? Et puisque vous avez été l'un des initiateurs, je crois, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots d'Exatrust Occitanie, en précisant qu'Exatrust, c'est donc ce cluster national dédié à la cybersécurité. Tout à fait. Je peux d'une certaine manière regrouper les deux sujets qui sont des démarches associatives dans les deux cas, que ce soit la French Tech Méditerranée qui couvre un grand territoire, ainsi que Exatrust Occitanie. L'idée est que dans cette région d'Occitanie et sur le territoire méditerranéen, il y a beaucoup de startups, c'est vrai, il y a beaucoup de compétences et beaucoup de compétences cyber. Voilà. Donc, il y a des formations qui historiquement sont sur le territoire, pas que en informatique, parce que c'est pareil, quand on dit cyber, on imagine tout de suite, mais bon, il y a des maths aussi, par exemple, pour faire de la crypto, c'est plutôt bien d'être fort en maths. Pour faire des composants sécurisés, c'est bien de savoir faire de la microélectronique, etc. Donc, la cyber, c'est quand même un large panel de compétences, et il y a un terroir ici avec des très bonnes formations. Et il y a du coup des compétences qui existent plutôt dans des petites structures. C'est vrai que c'est un tissu beaucoup de startups ou petites entreprises très spécialisées
qui vont travailler là-dessus. Bon, que ce soit l'initiative French Tech, alors qui ne couvre pas que la cyber. La French Tech, c'est vraiment toute technologie et innovation confondues. Mais au sein de la French Tech, on voit bien qu'il y a aussi une dynamique d'entreprise cyber. Voilà. Et là, d'ailleurs, le challenge, ce qui serait intéressant, c'est de réussir à mettre ces entreprises cyber au service des autres boîtes de la French Tech. Justement, là, c'est un enjeu de dynamisme local, inter-société. Et puis, il y a Exatrust Occitanie. Exatrust Occitanie, là, c'est un petit peu de l'entre-soi, mais justement, c'est une antenne locale d'une association nationale, Exatrust, qui est une association qui regroupe, je dirais, quasiment toutes les PME de cybersécurité françaises, qui nous permet de travailler ensemble sur des projets, de réfléchir ensemble à des problématiques, ou parfois de peser dans la balance. Eh bien, cette antenne d'Exatrust Occitanie, elle nous a permis aussi de se réunir localement, de se connaître, de constituer justement ce dont on parlait tout à l'heure, la bonne offre, même si on sait que ce n'est pas le seul problème, mais déjà au moins d'avoir la bonne offre, et puis de pouvoir remonter au niveau national les informations de ce qui se passe ici localement, ou à l'inverse, comme on connaît aussi les sociétés d'Exatrust nationales, de pouvoir aider ou conseiller les sociétés proches de nous, en les mettant en relation parfois avec l'offre ou le produit qui est fait ailleurs. Parce que je conclurai là-dessus, et finalement, encore une fois, ça rejoint les deux démarches, que ce soit French Tech d'un côté ou Exatrust. C'est la dimension locale. Je pense que cette dimension locale, là, dans le cadre de la cyber, c'est presque de l'entraide, mais en tout cas, on pourrait dire du travail collaboratif. C'est très précieux dans tous les domaines. Dans la cybersécurité pour les PME, les ETI, avec tout ce qu'on a dit auparavant sur le fait que les gens ont finalement besoin d'aide, besoin de pédagogie, il faut qu'il y ait des gens sur le terrain, localement, pour aider. Voilà. Moi, mes produits ne vont probablement pas aider mes sociétés voisines. Pour autant, ils vont se tourner vers moi pour me poser des questions. Et c'est normal. Voilà. Donc, il faut que je puisse leur répondre. Et je sais d'autant mieux leur répondre si je connais très, très bien ce que font Mickaël et Sébastien. Très bien. À tous les trois, le gouvernement a dégainé en février dernier un plan cybersécurité d'1 milliard d'euros. Est-ce que c'est suffisant selon vous? Peut-être Sébastien? Alors, tout dépend où est-ce que ce plan va aller. C'est toujours pareil, c'est un petit peu, je rejoins le propos de ce que disait Xavier, c'est-à-dire que si au final ce plan il va aider les acteurs de la filière à continuer leur activité entre eux, à être des fabricants de rustines, comme disait Xavier à juste titre, ou s'il va à l'inverse plutôt aider le plus grand nombre à prendre conscience du risque. Alors, il y a deux choses à faire. C'est-à-dire déjà, en effet, d'un côté, constituer des offres souveraines déjà, parce qu'il y a quand même le risque qu'il faut prendre en compte de l'espionnage international auquel se livrent certains États de manière massive. Donc déjà, en effet, ça va alimenter toute une filière qui va permettre de créer une certaine souveraineté européenne à laquelle beaucoup d'entre nous sont attachés. Donc déjà, donner un environnement aux utilisateurs pour ne pas trop s'exposer et pas trop exposer leurs secrets. Ensuite, il faut absolument que ça vienne alimenter ce qu'on disait de la formation, de l'éducation du plus grand nombre. Moi, je pars du principe que ça doit partir dès le plus jeune âge. Moi, personnellement, j'ai déjà formé mes deux filles et je leur ai essayé de leur faire prendre conscience des risques qu'elles ont le choix de se montrer ou de ne pas se montrer quand il y a une photo qui va aller sur Facebook, mais en tout cas, leur expliquer pourquoi ça peut être dangereux. Et je pense que déjà, ça doit commencer par là, c'est expliquer aux gens où est le risque. Une fois qu'ils ont conscience qu'il y a le risque, ils peuvent en effet adresser ces risques de telle ou telle manière. Donc, pour les financements, moi, je suis un petit peu sceptique. Tout dépend où est-ce qu'ils vont aller. C'est aussi un petit peu le rôle des associations comme Exatrust, notamment, ou la French Tech, d'essayer de peser en effet sur où vont aller ces financements pour essayer de bénéficier au plus grand nombre et pas bénéficier aux acteurs du marché. Merci. Mickaël? Compléter le propos aux 3 ou 4 gros acteurs du marché et aux 3 ou 4 gros projets, et après, il ne restera que quelques miettes. Donc, ça, c'est un petit peu la problématique pour laquelle on a un petit peu de scepticisme tous les trois.
Pour revenir aussi sur la problématique de la donnée, etc., comme disait Xavier tout à l'heure, c'est vrai que pourquoi on n'a pas de la cyber dès le tout début. On disait, l'explication déjà aux enfants au collège, etc., avoir une petite notion de cyber, ne serait-ce que dans les cours de lycée et tout ça, et surtout dans tous les cursus supérieurs liés à l'informatique, d'avoir une matière liée à la cyber. Ça aiderait déjà pas mal par rapport à l'image de la rustine. Après, juste pour finir, je vous donnerai une info qui est complètement publique, hein. Les données ne transitent pas dans l'air et les serveurs il y a beaucoup de gens qui viennent de découvrir que le cloud, ce n'est pas dans les nuages, mais ce sont des bâtiments qui peuvent prendre feu. Aujourd'hui, Internet, ce sont des tuyaux, donc des câbles plus gros que ce qu'on reçoit à la maison. Aujourd'hui, 95% de ce qui transite là-dedans, c'est du dark web. Donc, je ne sais pas si quand vous prenez du recul, tout ce que vous êtes capable de trouver avec Google, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, etc., 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 ça représente 5% de ce qui transite, des données qui transitent. Tout le reste, ben, c'est pratiquement tout, c'est du vol, etc., etc. Donc, oui, il y a des gouvernements qui interviennent de partout. Et malheureusement, ben, toute la problématique de la cybersécurité, c'est que les gens ne sont pas conscients. Je compare souvent, moi, le monde de la donnée, de la cyber, etc., au monde de l'automobile, parce qu'on peut faire des parallèles. On peut revenir au point de départ, c'était dire, mais on sait ce que coûte une réparation sur une voiture, on ne sait pas ce que peut coûter avoir perdu des données. Dans toute cette lignée-là, aujourd'hui, on est conscient que quand on prend la voiture, on ne doit pas avoir 3 grammes d'alcool, on ne doit pas rouler à 130 en plein centre-ville, etc., parce qu'on nous l'a rabâché depuis 50 ans. Pour l'informatique, on n'a jamais passé de permis d'informatique ni d'Internet. Les gens, ben voilà, ils se connectent sur Internet, ils ont accès à la totalité du monde, c'est chouette, mais ils n'ont pas compris que c'est la totalité de la planète qui a accès à son ordinateur et à ses données. Mmh. C'est cette problématique-là, et on revient toujours pareil. Comme on ne peut pas le mesurer, le peser, etc., mais on s'en aperçoit trop tard. Xavier, est-ce que ce plan cybersécurité a au moins l'avantage et la vertu d'officialiser le problème de la cybersécurité? Exactement. Et moi, je suis un grand optimiste, ce qui est bizarre quand on travaille dans la cyber. Mais je suis très, très content de ce plan. Alors d'abord, c'est vrai, je rejoins Mickaël sur le fait que je ne sais pas comment il sera fléché et utilisé. Cela dit, voilà, comme je dis, je suis un grand optimiste, je suis assez confiant sur la dynamique des plans de relance et la manière dont l'État s'est organisé pour le mettre en action. Le montant de 1 milliard, où est-ce qu'il sera utilisé? Est-ce que ça représente? Est-ce que c'est suffisant? C'était la question initialement. Ça, je ne sais pas du tout dire. Voilà, 1 milliard, c'est beaucoup. Ou c'est rien du tout. Je ne sais pas du tout. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en termes déjà d'effet d'annonce, 1 milliard, c'est un grand chiffre que tout le monde a entendu. La preuve, vous nous posez la question maintenant. Mais encore, on est dans une table ronde sur la cyber. La meilleure preuve, c'est que mes voisins, ma famille me posent la question. Voilà, c'est peut-être bien la première fois qu'ils s'intéressent à la cybersécurité. Donc, au-delà du fait que ça me permet de briller en société, ça veut surtout dire qu'il y a une conscience collective qui est en train de se créer et que, au-delà du côté effectif, l'effet d'annonce, pour moi, c'est déjà énorme. Voilà. Ça veut dire ce qui se passe, c'est grave et il faut qu'on fasse quelque chose. Et pour ça, pour moi, c'est déjà suffisant en fait. Ok. Bon, alors on va conclure tous les trois. Si vous aviez un seul message à délivrer aux entreprises et en particulier peut-être aux PME, quel serait-il? Sébastien, peut-être pour commencer et conclure. Alors, pour commencer et conclure, c'est un petit peu ce que je dis depuis le début finalement, donc ça va boucler la boucle, hein. C'est essayer de prendre conscience, donc de faire l'état des lieux des menaces, se renseigner tout simplement, se renseigner, former les gens, les accompagner. Il y a des petits gestes bêtes, les mots de passe, pas utilisés même partout. Pas cliquer sur n'importe quel lien. Enfin, c'est des petits réflexes tout bêtes qu'il faut apprendre et qui finalement vont permettre d'éviter peut-être tout simplement 90% des menaces, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la faille informatique la plus importante, c'est l'utilisateur. Voilà, il se situe entre la chaise et le clavier.
c'est celle-là la faille la plus grave. Merci. Donc voilà, ça va être ça. Merci, Mickaël. Pour compléter ce que disait Xavier tout à l'heure, oui, enfin, on dirait que la cybersécurité et la donnée sort du bois. Il était temps. Euh, et pour compléter, Sébastien, il faut prévoir un petit budget pour protéger ces données. C'est quand même mieux de pouvoir prévenir que de pleurer après, une fois que l'incident est arrivé. Et souvent, ça passe, on va dire que ouais, une grosse partie passe par des tout petits investissements, comme disait Sébastien. Avoir la conscience des mots de passe, faire une sauvegarde sur un disque dur externe qui n'est pas branché. Et ça permet, par exemple, de ne pas se faire bloquer avec un cryptovirus. L'histoire des mots de passe, mais voilà, si on se fait piller, si un des sites où on a mis un mot de passe, il y a la paire mot de passe mail, c'est lui qui s'est fait pirater, vous y êtes pour rien, mais vous y êtes pour quelque chose parce que vous avez mis la même paire, donc le même email avec le même mot de passe sur plein d'autres sites. Donc voilà, il faut avoir une liste de petits gestes à faire et le prendre plus au sérieux parce que les conséquences sont très graves et on s'en aperçoit malheureusement souvent après. Merci. Du coup, Xavier, je vous laisse le message final. En tout cas, donc pour les PME et ses patrons et ses patronnes, je dirais que finalement, la cybersécurité, bon, vous n'y connaissez absolument rien et c'est normal et c'est pas grave. Par contre, voilà, maintenant, il faut le traiter. Pour le traiter, il faut se faire accompagner. Il y a des cabinets de conseil, il y a des sociétés de cybersécurité autour de vous à qui vous pouvez parler. Hein, parfois, c'est même gracieux. Donc, il faut se dire, voilà, c'est normal que je ne connaisse pas, je vais en parler. Et il y a, je pense, un endroit où il faut aller. On habite un pays qui est merveilleux pour plein de choses, notamment il existe l'ANSSI, hein, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Sur le site de l'ANSSI, il y a des guides justement pour les PME qui prennent le b.a.-ba, les problèmes, qu'est-ce que je dois faire, les 20 premières actions, etc. Donc, se faire accompagner, voilà, avoir conscience que c'est quand on est patronne ou patron, en fait, on est souvent exposé à son incompétence dans des domaines. Hein, c'est-à-dire qu'on passe en général sa vie à découvrir des parties de métier qu'on ne connaissait pas la veille. Voilà, c'en est une nouvelle, le risque cyber. Donc, allez-y, allez sur le site de l'ANSSI pour commencer à découvrir. Très bien, merci. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage éclairant sur un secteur complexe. Je donne rendez-vous à tous les gens qui nous suivent pour une autre table ronde demain, 14 avril, à la même heure, en live depuis Nantes, sur la sécurisation des données de santé. Merci beaucoup.